Il existe des voyages de toutes sortes. La plupart sont horizontaux, certains sont verticaux, mais d'autres nous conduisent dans des lieux qui n'existent pas vraiment. C'est une expédition étrange à laquelle je vous invite aujourd'hui, puisque l'émerveillement ne naîtra pas tant de nos trouvailles que de tout ce qu'on ne trouvera plus. À mesure qu'Internet grandit et augmente exponentiellement son contenu à chaque minute qui s'écoule, on a parfois tendance à oublier tout ce qui s'efface avec le temps, tout ce qui est silencieusement poussé vers la sortie. Il existe tout près de nous un monde pas si ancien, mais pourtant aujourd'hui oublié, auquel nous n'avons plus vraiment accès de façon officielle. Il y a quelques mois, un ami m'a installé un logiciel nommé Flash Infinity. C'est un logiciel qui, il y a de ça quelques années, s'est donné pour mission de sauvegarder toute une partie du net aujourd'hui passée de mode, et dont les logiciels ayant permis leur création ont cessé leur licence. Le plus connu est sans doute le logiciel Flash, qui s'est éteint récemment, et la plupart des jeux et des expériences qui s'y sont créés sont archivés ici religieusement. Mais le contenu du site est bien plus vaste. On y trouve aussi la plupart des jeux pour navigateurs, ainsi qu'une masse conséquente d'expériences numériques et autant d'univers virtuels partagés. Le tout découlant de logiciels très spécifiques que j'ai découverts lors de mon exploration, comme par exemple le logiciel Atmosphere. Flash Infinity est un projet libre et gratuit, et je vous invite à y faire vos propres découvertes, voire à y retrouver des souvenirs que vous aviez enfouis, puisque nous n'allons aborder ici qu'une infime portion de l'océan de contenu qui sommeille là-bas. Dans un premier temps, j'ai d'abord délaissé le logiciel par manque de temps, mais aussi en croyant à tort qu'il n'abritait que des jeux Flash. Ayant eu un ordinateur personnel très tard, je n'avais vu à l'époque des jeux Flash que quelques occurrences assez simplistes, et j'avais une image des Flash Games assez mauvaise en termes d'esthétique. Il s'en dégage une ambiance graphique très particulière que je trouve profondément déprimante, par le choix des couleurs, par le trait souvent grossier et les formes assez mornes de ce qui est généralement représenté. C'est malgré tout une esthétique forte et particulière que j'ai fini par considérer un peu plus avec le temps, ne serait-ce que pour le foisonnement créatif que le logiciel a permis. D'ailleurs, pour ne parler que des jeux, il y a des titres nés dans ce contexte qui sont devenus mondialement connus. C'est notamment ici que vont naître les jeux Trials, Super Meat Boy, mais aussi les prémices visuelles d'un certain Hollow Knight. Ce n'est que très récemment que j'ai décidé de laisser mes préjugés de côté et de redonner une chance au logiciel. En l'explorant un peu plus, j'ai vite compris que je n'avais vu qu'une minuscule portion d'un univers bien plus fascinant que je ne le pensais. Je me suis remercié bien plus tard d'être passé outre cette fausse première impression. On trouve en fouillant cette immense bibliothèque un grand nombre d'expériences promotionnelles, à l'époque où proposer du contenu online était original. Et malgré l'aspect publicitaire, il y a tout de même des créations visuellement fascinantes à avoir vu le jour grâce à cette pratique. La plupart de ces expériences rappellent des bonus de DVD, offrant des featurettes, des clips vidéo et du contenu censé donner envie de découvrir un film, un artiste ou une marque. Le site en lui-même est pensé sous forme de tags qui permettent de préciser la recherche. Et après avoir exploré la plupart des mots-clés, il en est un qui me saute soudain aux yeux. Virtual World. Je repense instantanément à la vidéo de Vinny du collectif Vinesauce, où le vidéaste explore un MMORPG abandonné et fait une rencontre effrayante avec ce qu'il croyait être un personnage non-joueur. Mon amour pour les mondes virtuels, pour les ruines et pour l'inconnu va alors me conduire au cœur d'une exploration étrange, mélancolique et profondément angoissante. Au point que je pense y avoir trouvé ce qui, dans son concept, se rapproche sans doute le plus des backrooms. Mais de cela, nous reparlerons bien plus tard. Grâce à cette formidable machine à remonter dans le temps, je peux accéder à une dimension très spéciale, celle des espaces numériques partagés. Je parle ici des chatrooms et de tous les types d'espaces de discussion en ligne thématiques, mais aussi des mondes virtuels type Second Life qui fleurissaient à l'époque. Si dans la vidéo de Vinny, l'angoisse venait d'une rencontre inattendue avec un véritable humain, j'ai expérimenté dans mon périple une forme de terreur plus sourde, car dans la multitude de lieux que j'ai arpentés des heures durant, je n'ai croisé strictement personne.
je n'ai expérimenté qu'une immense solitude en 3 dimensions, qui à force a fait naître en moi une forme de mélancolie d'un genre nouveau. Si je parle ici de ruines numériques, c'est parce que les univers que je parcours sont aujourd'hui partiellement impraticables. Ils sont, comme qui dirait, fermés au public. En ces lieux, la maniabilité est presque toujours archaïque, rendue encore plus agaçante par des années de jeux vidéo de plus en plus fluides et jouables. J'avais oublié à quel point le déplacement dans un espace 3D avait pu être un jour aussi peu intuitif. C'est pourquoi la plupart des images que j'ai pu capturer sont malheureusement traversées de mouvements erratiques, d'accélérations et de saccades involontaires, de chutes infinies dans le grand vide 3D. Mais cela rajoute sans doute à l'ambiance et au charme de mon exploration. La technique elle-même nous ramène à une forme de passé. Mais si la ruine est technique, elle est aussi visuelle. Beaucoup de textures bug, glitch ou clignotent, certaines ne se chargeant même pas. J'ai d'ailleurs une affection particulière pour un phénomène très court qui se produit lorsqu'on se connecte à ces matrices de poche. J'appelle ça le réveil des mondes. Alors que ces textures chargent de façon inégale et chaotique, on a l'impression que la dimension qu'on vient déranger est un vieux géant qu'on tire de son lit et qui pensait ne plus jamais être réveillé. Il met lentement ses vêtements pour faire son devoir et ouvrir les portes. Alors même que ce phénomène devait être le cauchemar des bâtisseurs, j'y vois, en redécouvrant ces lieux tant d'années plus tard, une forme de poésie. On tente à oublier cette époque où Internet marchait au ralenti et où les logiciels ne permettaient que des bribes de ce qui nous semble totalement normal aujourd'hui. Parcourir ces ruines, c'est aussi voir d'où l'on vient technologiquement, c'est mesurer à quel point le confort d'utilisation s'est amélioré avec le temps. Dans ce que Flash Infinity catalogue sous l'appellation Virtual Worlds, on trouve tout un tas d'expériences très différentes, et notamment des visites virtuelles de lieux existants, le plus souvent en photo à 360 degrés. On trouve des musées, des aquariums, des hôtels et des salles de banquet, et même des visites d'hôpitaux. Mais bien que cette multitude de lieux vides figés dans le temps dégage une certaine aura, ce ne sont pas des mondes virtuels à proprement parler, puisque notre visite est balisée et qu'il n'y a pas de véritable interaction. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont plutôt les micro-mondes en 3D, créés de toutes pièces. Si au moment où ces lieux étaient fréquentés, ils avaient un parfum de modernité, voire d'avant-garde, aujourd'hui, après seulement une poignée d'années, ils ne sont plus que des lieux fantômes, dont plus personne ne se soucie vraiment. Sans le logiciel, on ne peut plus se rendre ici. Il y a donc dans mon périple une forme de nécromancie. Ces lieux sont en quelque sorte ressuscités l'espace de quelques instants, pour qu'on puisse contempler leurs dépouilles. J'arpente avec vous le cimetière d'une époque qui, sans ce site, serait désormais dans les limbes de l'oubli. Pour préparer ce voyage, il faut accepter certains prérequis, à commencer par s'armer d'une autre façon de regarder la laideur. Si ces lieux étaient pour leur époque créatifs et esthétiques, il serait faux de dire qu'ils ont traversé sans dommage les épreuves du temps. Quand je parle de laideur, c'est comme parler de beauté, ça ne veut pas dire grand-chose. J'entends par là que pour moi, de ces images se dégage une esthétique qui parvient à me mettre mal à l'aise. En ce sens, ce que j'appelle laideur n'est pas un terme négatif. En tant qu'amoureux de l'horreur et de l'étrange, la laideur est même une denrée rare que je recherche pour peu qu'elle déclenche chez moi des sentiments. Je dirais même qu'il est particulièrement fascinant de revenir explorer ce genre d'esthétique à l'heure où la 3D nous offre une immersion et un réalisme si renversant qu'il tutoie le réel. Il y a sur ces terres oubliées des paysages desquels émane une angoisse diffuse que je ne soupçonnais pas et qui va joncher tout mon parcours. Là-bas, j'ai traversé des villes mornes et sans âme, aux maisons dans lesquelles on ne peut généralement pas entrer, ou qui, lorsqu'on le peut, n'offrent que des pièces vides. J'ai visité des espaces industriels à la froideur synthétique qui m'ont donné l'impression de jouer à une version corporate de LSD Dream Emulator, qui serait remplie d'assets graphiques libres de droit. J'ai parcouru des gymnases totalement vides, j'ai arpenté des cités aux textures approximatives, avec du linge qui sèche alors que personne ne vit là. J'ai même vu des villages où poussent des arbres aux contours pixelisés. Ce sont des mondes compliqués à qualifier, puisqu'ils sont d'abord censés satisfaire leurs créateurs. Il y a cet aspect amateur qui traverse certaines de ces créations, où l'on sent plus une envie de créer des choses pour soi qu'autre chose. Dans ce cadre, je découvre souvent des éléments hors sujet, censés, je suppose, créer un peu de fantaisie dans des espaces qui en manquaient peut-être.
C'est sans doute ce qui explique la présence de cette soucoupe volante au-dessus de la ville, ou bien cette gigantesque piscine en forme de citrouille. Malgré ces nombreuses tentatives touchantes et maladroites, il y a souvent un côté terne dans ces espaces à cause des textures ou de la piètre définition des images qu'on pouvait intégrer à l'époque. Dans certains de ces mondes, c'est d'ailleurs le mélange de 3D très texturé et d'images en PNG mal détourées qui m'a le plus marqué. Cela crée des incohérences visuelles que notre œil capte directement et qui rend tout factice autour de nous. Je repense aussi à ce village de montagne aux arbres noirs où règne une ambiance à la fois paisible et inquiétante. Finalement, de cette relative laideur se dégage une ambiance qu'on aurait du mal à recréer artificiellement, de la même façon que les nanars ne fonctionnent que si leurs créateurs sont persuadés de faire un bon film. Il y a des épisodes de mon voyage lors desquels je suis resté interdit. Je repense à cette courte et singulière balade en charrette dans un tunnel. Alors que mon véhicule est tracté par des vaches au design cauchemardesque, 2 mots s'affichent sur les murs. Cerveau avec un O, puis cervoise. Et c'est tout. L'incongruité qui se dégage de ces micro-expériences est unique, flirtant avec une forme de surréalisme involontairement comique. Ce malaise très spécifique atteint son acmé dans les espaces qui tentent de reproduire des portions de villes ou bien de lieux connus. J'ai notamment été marqué par ma visite du musée de la dentelle et de la mode de Calais. Avant même de pénétrer dans le musée, on a droit à une vue des environs. Les teintes grisâtres, la qualité des images des maisons qui servent de décor, l'eau du fleuve immobile, le ciel bleu triste qui glitch et devient gris. L'ambiance est au rendez-vous. Quant au musée lui-même, disons qu'il ne rend pas justice à son sujet. Tout ici est triste et morne. Même la réceptionniste a été dupliquée pour ne pas rester seule dans ce cauchemar. Quant à l'exposition permanente, elle permet de constater que la dentelle vit très mal sa pixelisation. Je suis fasciné par le fait que ce projet ait pu sincèrement impressionner à l'époque. Internet était alors émergent et finalement la promesse de la virtualité comptait sans doute plus que le résultat. La moindre photo du musée dans Google Images donnera plus envie à quiconque, mais ici, on voulait nous vendre l'idée qu'on pouvait évoluer à loisir dans les lieux, à son rythme, et surtout, visiter depuis chez soi. On voit de loin l'attrait du brief originel qui a mené à ce projet, mais le résultat est si déceptif. Le pire étant que cela a demandé un certain travail et un minimum de connaissances techniques pour l'époque. Et parmi ces espaces tirés du réel, c'est sans doute ceux que vous avez déjà visités qui vous feront le plus d'effet. S'il m'a fallu plusieurs secondes pour reconnaître les lieux, ma promenade sur la place de la République parisienne reproduite en 3D et en texture photo m'a procuré un vertige bizarre, puisque j'y ai vu une sorte de millefeuille de signes du temps qui passe et du réel qui s'altère. Les lieux actuels n'ont plus rien à voir aujourd'hui, et il n'y a guère que la statue centrale qui aide à reconnaître les lieux. Mais heureusement, au milieu de cet espace aujourd'hui disparu, il reste une colonne Maurice porteuse d'un message d'espoir. Avez-vous songé à créer votre page perso en 3D ? Une fois accoutumé à l'esthétique de ces lieux, je peux prolonger mon exploration l'esprit plus léger. Je peux embrasser l'étrangeté de ces visuels et enfin apprécier ce qu'ils ont à m'offrir. Il y a un aspect naïf, voire enfantin, qui règne dans certaines zones, qui avec les années ont gagné une aura très particulière, pas si loin de l'ambiance des funhouses américaines. J'ai pu traverser 3 tableaux inspirés du Alice au pays des merveilles de Walt Disney qui n'auraient pas juré dans une attraction. L'aspect mécanique des animations donne aux scènes cet effet fête foraine. Idem pour ces vaches totalement immobiles dans un champ dont les yeux écarquillés donnent le sentiment qu'elles viennent de voir le diable en personne. Il y a dans cet esprit plusieurs parcs d'attractions que j'ai pu visiter. Le premier est sans doute le plus ambitieux, avec sa statue de diplodocus titanesque et ses multiples attractions. On y trouve un circuit de voitures, un manège avec des avions, une grande roue, des autotamponneuses, une montgolfière, mais aussi une gigantesque montagne russe qu'on peut emprunter à loisir. En arrivant, on a d'abord une impression de vie puisqu'on voit bouger un grand nombre d'éléments, mais à mesure qu'on parcourt le parc et qu'on s'approche des attractions, on se rend compte qu'elles tournent dans le vide. Il y a cette sensation d'un lieu abandonné, mais qui continuerait à jouer une partition que plus personne n'écoute. Je découvre un autre parc au volume encore plus simpliste et aux couleurs criardes. Partout, cette sensation de jouet en plastique géant
tant l'aspect totalement plat des textures donne au tout un aspect synthétique. Même sensation pour ce parc aquatique au toboggan vide. D'autres parcs ont plus des allures d'exposition universelle pour enfants, avec force bâtiments monumentaux et autres statues géantes. Alors que j'essaye de comprendre quel but servait à l'origine un tel lieu, je constate qu'ici rien n'a l'air de bouger. Et c'est à cet instant qu'une fourmi rouge géante entre dans mon champ de vision et me laisse méduser quelques secondes. Il y a dans ces explorations quantité de moments où une forme d'absurde involontaire confinant au malaise s'opère. Et c'est par exemple le cas pour ce panneau de score où plus aucun nom ne figure. Malgré tout, il y a des moments où une sorte de mélancolie s'invite, de par la beauté étrange qui se dégage des lieux que j'explore. Je pense notamment à cette petite île où quelques entités tournent en rond en attendant qu'on leur rende visite. D'étranges créatures sautent à cloche-pied les unes derrière les autres pendant qu'un lointain ancêtre de Wall-E se promène. La scène est survolée par un petit hélicoptère qui lui aussi fait sa ronde. Tous possèdent des globes oculaires reliés à des câbles, ce qui les humanise vaguement et rend le tout assez naïf et enfantin. Il y a enfin ce petit train dont vous pouvez actionner les commandes et qui s'active à faible allure. Je quitte à regret ce havre de paix, tant j'ai trouvé son atmosphère apaisante. Mais ces esthétiques un peu naïves savent aussi être relativement angoissantes, et pour peu qu'on ne capte pas le but d'un décor ou du moins ce qu'il raconte, on se trouve face à des scénettes assez déstabilisantes. Ces visuels nous ramènent certes à notre enfance, mais aussi en quelque sorte à l'enfance de la 3D, au moment où elle était encore assez balbutiante, en tout cas dans son usage par le grand public. Je vais croiser beaucoup de types d'espaces virtuels lors de mon périple, mais un qui m'a particulièrement touché est celui des galeries virtuelles. C'est un sujet qui me parle parce que ça a été, fut un temps, une véritable promesse pour nombre d'artistes de pouvoir proposer une galerie d'art personnelle dans laquelle ils pourraient montrer leur travail et le diffuser à quiconque dans le monde surfe sur Internet. Lorsqu'on veut vivre de sa création, pouvoir se montrer est un enjeu majeur. C'est quelque chose que j'ai moi-même cherché à faire bien longtemps. Il y avait là peut-être un moyen de court-circuiter les galeries d'art hors d'atteinte et de pouvoir enfin faire connaître des talents qui sans cela resteraient dans l'ombre. Ces galeries personnelles incarnent parfaitement l'une des promesses d'Internet, faire tomber certaines frontières et barrières sociales. Malheureusement, ce grand rêve ne semble pas s'être écoulé comme prévu, et revisiter après tant d'années ces galeries oubliées donne un parfum particulier aux œuvres ou aux objets qui y sont présentés. Le vrai problème, c'est que ces galeries 3D sont presque moins agréables qu'une page internet classique pour contempler une œuvre. Et d'un autre côté, cela n'arrive pas à la cheville de l'expérience qu'on peut vivre lorsque l'on contemple une œuvre en vrai. Alors il y a bien sûr eu quelques tentatives, mais les œuvres ne sont pas toujours mises en valeur. Les textures de murs et les couleurs de ces lieux d'exposition sont la plupart du temps abominables et appauvrissent le contenu qui y est exposé. Même quand la galerie est passable, alors ce sont les images qui sont trop petites, quand d'autres fois la pixelisation des images est telle qu'on ne peut pas profiter de l'œuvre pleinement. Il y a malgré tout quelques rares cas où ce mode d'exposition numérique sert assez bien les œuvres exposées, comme cette galerie intitulée Art by Matt. Même son titre m'intrigue, car vu que les œuvres exposent des fractales psychédéliques, j'ignore si Matt fait ici référence à un prénom ou bien à l'abréviation du mot mathématique. Avec son sol au motif damier et ses parois bleues dont on ignore si ce sont des murs ou tout simplement le ciel, la salle dégage une ambiance qui reste intéressante, notamment grâce aux fractales qui étaient et restent des motifs fascinants. D'autres galeries n'ont pas cette chance. Je me souviens de cet espace digne d'un musée dans lequel est montrée une unique œuvre. L'image étant très pixelisée, j'y distingue une sorte d'écran d'ordinateur entouré de bâtons de dynamite, mais j'ignore au final si je regarde ici une œuvre finalisée par son auteur ou bien si c'est une image glitchée qui n'est pas dans son état initial. Ça fait partie du charme de ces explorations. On n'est jamais vraiment sûr de la nature de ce qu'on regarde, ne serait-ce qu'en termes de fidélité d'image aux matériaux originels. Il y a cette autre galerie que j'ai particulièrement aimée, celle consacrée aux artistes 3D, qui montrent ici leur création. Il y a une forme de logique à ce que des images créées par le numérique puissent trouver un lieu de monstration cohérent avec la technique qui les génère. Si vous voulez montrer un visuel 3D dans une galerie classique,
il faudra faire une impression de votre image et l'accrocher à un mur, ou alors, à la rigueur, la diffuser sur un écran. Mais très peu de galeries, même aujourd'hui, s'intéressent aux œuvres réalisées en 3D. Ici, en quelques clics, vous pouviez partager votre création en ligne et ce faisant faire exister votre pratique hors de sentiers qui vous ignorent. Ces galeries virtuelles incarnaient donc naturellement une forme d'espoir pour les artistes 3D, de faire vivre ces images de façon plus muséale. En cliquant sur chaque œuvre de la galerie, on sent déjà à quel point la technologie 3D a depuis évolué, mais on voit aussi comment les goûts et les standards ont changé. Malgré une part de kitsch, certaines images dégagent encore aujourd'hui un charme étrange. J'ai aussi eu un pincement au cœur en voyant des images obstruées d'une gigantesque mention indiquant que l'inscription au logiciel n'a pas été finalisée. C'est toujours un peu triste de voir une entreprise nous barrer l'accès à une création, quelle qu'en soit la raison, et on pourrait presque y voir les prémices d'une forme de cyberpunk. Il y a aussi ce bar lounge où sont exposés les travaux d'une personne qui semble créer des vêtements 3D, probablement destinés à habiller des avatars. Les mannequins ont une allure cauchemardesque qui ne rend pas justice aux créations. Mais le plus étrange se trouve sans doute à l'étage, puisque le lieu comporte aussi un bar où sont affichées cette fois-ci des compositions graphiques d'un tout autre style, mais surtout cette photo aussi énigmatique qu'inquiétante. Il y a d'autres galeries dont les œuvres ont payé cher le prix qu'exige parfois le passage du temps. J'ai même traversé plusieurs d'entre elles où les œuvres avaient tout simplement disparu, ne laissant plus que de grands rectangles vides et mornes. Vider des œuvres et donc de leurs propos, ces salles distillent une angoisse très singulière, puisqu'elles nous invitent à contempler une forme de néant. Curieusement, ces galeries n'ont finalement pas tant été plébiscitées par les artistes que par les internautes eux-mêmes, les utilisant comme un sanctuaire de leur goût, de leur hobby et parfois même de leur vie personnelle. Il y a notamment une galerie complète réalisée comme un faire-part, remplie de photos d'un nouveau-né. La pièce dégage une ambiance bizarre, dans la mesure où c'est probablement quelque chose qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Ce genre de lieu est sans doute le marqueur d'une plus grande insouciance à l'époque face aux dangers d'Internet. Mais on ne trouve pas que des nourrissons. Je pense notamment à cette cour intérieure d'immeuble faisant office de musée pour un singe très particulier. On imagine aisément la personne qui s'en occupe composer un espace à la gloire de ce magnifique animal, mais il faut bien admettre que son expression très particulière donne à l'ensemble une dimension bizarre. J'ai encore imprimé dans mon esprit son petit visage renfrogné qui me toise et me juge. Certains étudiants ont utilisé ce genre d'outils pour des raisons pédagogiques, comme cet élève qui a présenté son exposé sur les cultures grecques et romaines en affichant ses travaux sur les murs des bâtiments. Il y a quelque chose d'assez touchant dans ce mélange de rendu, alliant 3D et photocopie de feuilles manuscrites, qui plus est par une personne qui semble encore assez jeune. Ce travail scolaire m'apparaît aujourd'hui comme une capsule temporelle. Son exposé, qu'elle a très probablement oublié aujourd'hui, est devenu pour moi un temple mystérieux dont j'essaye de comprendre l'origine. Certains musées virtuels ont acquis une étrange aura avec le temps. Cette immense pièce avec des photos de fleurs exposées comme des toiles en fait partie. La luminosité, le papier peint bordeaux, les volumes de la pièce et surtout cette porte aux carreaux de verre avec une photo dont la perspective ne correspond pas. Tous ces éléments rendent le lieu angoissant, alors même qu'il affiche des images très apaisantes. Il y a aussi cette galerie que j'ai surnommée l'antre de l'araignée. Les teintes de beige, de bleu et de marron, ainsi que le mélange de motifs saturés et dissonants, rend la pièce inexplicablement déprimante. Et comme si cela ne suffisait pas, trône dans cette pièce le visuel d'une araignée 3D qui nous fait face. Je suis fasciné par le fait que des textures réussissent à agir sur mon humeur de la même façon qu'un papier peint défraîchi et kitsch pourrait le faire, en dégageant ce spleen propre aux objets que toute mode a délaissés. Il y a une galerie en particulier qui m'a interpellé par la contradiction entre le discours tenu et les moyens utilisés pour le servir. La galerie en question est d'apparence classique vis-à-vis des standards qu'on vient d'établir, mais on est tout de suite saisi par une voix qui nous interpelle et nous annonce d'un ton péremptoire que nous sommes entrés dans l'ère de la communication, au point que les meneurs de demain seront ceux capables de parler en images et de maîtriser l'art du storytelling.
Il montre, pour étayer son propos, certaines photos marquantes de notre histoire contemporaine, qui s'arrêtent pour lui au début des années 2000, en défendant l'idée que certaines d'entre elles ont une puissance capable d'influer sur le monde et les mentalités. Et cette galerie a pour but de nous rediriger vers une formation où il nous offrira ses lumières en la matière. Mais ce que je trouve particulièrement savoureux, c'est l'ambiance qui se dégage de ce spot publicitaire qui finalement ne rassure pas tant sur les qualités marketing dont il fait l'éloge. Un grand portrait de lui très corporate trône sur le mur, mais les silhouettes en PNG qui ont été choisies et placées dans la salle pour l'incarner dégagent un tout autre sentiment. On a presque l'impression qu'il cherche les problèmes, ce qui n'est sans doute pas la meilleure façon d'inviter à vous découvrir. Les photos de ces formations ne font pas spécialement rêver, mais je crois que la palme revient à ce visuel placardé sur un mur entre deux photos de tragédie où l'on peut voir notre expert par-dessus un clip art de télévision et un magazine People avec Orlando Bloom en couverture, comme si ce mentor était au cœur des médias et de l'actualité. La forme de tout cela est tellement pauvre que quand bien même on tiendrait là la meilleure formation du monde, la carte de visite semble nous crier de fuir. Alors que nous quittons la région des galeries virtuelles, je ne résiste pas à vous emmener dans ma favorite, si je devais faire un classement par l'absurde. C'est une galerie d'exposition à la gloire des camions de livraison d'une entreprise de fromage, la Mancuso Cheese Company. La salle en elle-même est intéressante, avec cette ville de nuit aux fenêtres, au relent presque cyberpunk, et cette sculpture centrale qui ressemble à une pièce de moteur. Une musique à mi-chemin entre relaxation et suspense se lance, et vous pouvez enfin contempler les œuvres qui vous attendent patiemment sur les murs. Les 8 photos sont quasiment identiques, et j'ai eu beau me creuser la tête, je peine à comprendre le but d'un tel affichage. Je doute que ce soit les images idéales pour vendre le fromage en lui-même, et si elles ont pour but de mettre en avant les camions, on aurait imaginé un peu plus de variété et de gros plans. Il y a un mystère dans cette pièce que je ne parviendrai jamais à élucider, mais je suis à la fois rassuré et un peu inquiet aussi que cela ait eu un sens pour quelqu'un un jour. Cette galerie est un relais idéal pour passer à une autre catégorie d'espaces virtuels qui m'a fait plus d'effet que prévu et que je surnomme les ruines commerciales. Il n'est absolument pas étonnant que des marques, ou bien même plus largement des entreprises, se soient emparées de ces outils pour tenter d'améliorer l'expérience client ou à leur permettre de nouvelles façons de travailler. C'est ainsi que je me suis retrouvé à visiter des maisons virtuelles, ce qui est une utilisation assez logique et même pratique pour se projeter dans des volumes dans lesquels on souhaite investir. Je reste un peu plus circonspect quant à l'intérêt de modéliser une voiture qui n'existe pas dans une galerie quasiment vide et morne, avec cette unique lumière plongeante qui donne l'impression que le véhicule subit un interrogatoire. Je garde aussi en mémoire cette enseigne de vente de parfums portant le doux nom de Essence et qui propose sur ses présentoirs des parfums qu'on ne peut certes pas sentir, mais dont on peine en plus à lire ne serait-ce que le nom. Je me souviens aussi de cette visite d'un espace promotionnel pour la banque OTP. Dans cette pièce immaculée se trouvent quelques places assises pour recevoir des clients, une plante, un ordinateur portable, un magazine et une télévision. Ce que j'aime avec ce lieu, c'est qu'il paraît au départ assez invitant en termes de communication commerciale. Mais lorsqu'on s'approche et qu'on cherche à vivre à plein l'expérience client, on se rend compte que tout s'effondre. Outre le fait que personne ne nous reçoive, plus rien ici ne marche. Le lien vers le magazine est rompu et sur la télévision, la publicité se lance, montrant une jeune femme qui entre dans un salon de façon beaucoup trop enthousiaste pour ensuite la montrer assise au sol, entourée de magazines. Puis l'image se coupe soudainement, sans que le moindre logo ou slogan ne nous soit délivré pour expliquer ce qu'on vend ici. Ce stand de convention que personne n'a jamais démonté n'a plus rien d'autre à vendre que sa vacuité. Mais le dernier vestige de ce centre commercial à ciel ouvert est sans doute celui qui m'a le plus intrigué, et il prend la forme banale d'une galerie marchande. Elle se trouve dans un espace couvert typique des grands centres commerciaux, et je suppose que l'idée initiale était de créer une sorte de groupement de vitrines virtuelles dont la finalité était de rediriger l'internaute vers un point d'achat en ligne. Au vu des pancartes allouées qui surplombent chaque boutique, je suppose qu'une marque pouvait payer pour louer cet espace, modéliser le lieu en fonction de sa marque, payant littéralement pour un site vitrine. Seulement voilà, j'ignore si je contemple ici un modèle d'abord florissant qui s'est ensuite cassé la figure, ou si le projet n'a jamais vraiment marché. Mais le fait est qu'il ne reste aujourd'hui que 2 boutiques à avoir gardé leur enseigne. N'ayant trouvé aucune trace de ces 2 marques en ligne,
Il ne nous reste plus que notre imagination pour tenter de trouver les services que pouvaient bien proposer The Bazaar et le mystérieux Plantashop. Dans l'option où c'est un lieu qui a été rempli un jour, il y a bien quelqu'un qui a dû enlever les enseignes de marque une à une pour les remplacer par des panneaux à louer. Il y a eu en quelque sorte une forme de désertification numérique dans cet endroit. Et si je divague dans cette direction, c'est à cause d'un panneau en particulier. Il se situe tout au fond de la galerie et les mots « alloués » sont peints négligemment à la bombe sur une planche de bois. Ce panneau jure totalement avec toute perspective marketing et a plus l'allure d'un piège que d'une plaisanterie. Toute proportion gardée, visiter ces lieux, c'est opérer une forme de recherche archéologique où l'on se surprend à imaginer des usages à partir de restes et de fragments. Alors que je traverse ces lieux perdus dans l'espace-temps, je ne cesse de vouloir imaginer à quoi pouvait bien ressembler la civilisation qui vivait ici. Même si dans mon périple, je n'ai croisé aucun d'entre eux, ils ont laissé en quelque sorte des fantômes de leur présence. Il y a d'abord ceux que j'appelle les ombres. On les trouve principalement dans les galeries 3D et ils contemplent les œuvres en silence. Ils sont légèrement transparents et sont parfaitement statiques. Il existe une espèce similaire qui traîne aussi dans les galeries. Ils ne montrent que l'arrière de leur corps et je n'ai jamais pu apercevoir leur visage. Ils permettent de pallier la solitude du visiteur éventuel, mais rassurent surtout les créateurs de ces lieux, en leur donnant le sentiment que leur exposition est fréquentée. Il existe une autre catégorie d'entités beaucoup plus effrayante qui se reconnaît aisément par un détourage bâclé et une pixelisation extrême. Si je n'ai jamais eu à déplorer de mouvements hostiles de leur part, leur présence est relativement inquiétante puisqu'ils regardent constamment dans votre direction, où que vous soyez. On peut les croiser dans des accoutrements du quotidien ou bien en tenue de soirée selon les circonstances. Certains sont affectés d'une sorte de maladie qui les fait clignoter frénétiquement ou les remplace par d'énigmatiques rectangles blancs. Il y a des espèces plus complexes et plus avancées dans leur évolution graphique. On trouve ces silhouettes aux polygones saillants censées amener de la vie dans un lieu. D'autres avatars nous ressemblent, mais trahissent encore un peu plus leur appartenance à la vallée de l'étrange. On ne peut pas interagir avec eux, ils sont chacun bloqués dans une boucle comportementale qu'ils répètent à l'infini, sans même savoir qu'on les observe. Cela leur confère une certaine aura de mystère presque angoissante, comme ce balayeur en costume qui ne nettoie que quelques mètres carrés d'un immense parc d'attractions. L'incongruité de leur nature peut aussi passer par d'autres biais. Par exemple, j'ai en mémoire cet espace virtuel russe où des individus font la queue dans un but que je n'ai pas su déterminer. Pour symboliser leur attente, les avatars effectuent un léger balancement sur place. Mais tous les membres de la file voient leurs mouvements parfaitement synchronisés, ce qui leur donne une allure de secte en train de psalmodier quelques sombres incantations. Pour rester dans le domaine des cultes, j'ai eu mon premier jumpscare de moine en visitant un cloître. Leurs avatars sont ici assez réalistes, car ils sont par nature silencieux et vivent leur vie coupée du monde. C'est presque les individus les plus cohérents à trouver dans ce genre de lieux oubliés. Ils ont peut-être trouvé ici une forme de félicité virtuelle éternelle. J'ai croisé quelques avatars totalement figés, si bien qu'ils font plus office de statue qu'autre chose. D'autres sont malheureusement tellement buggés qu'on ne peut même plus les approcher. Il y a aussi cette horrible mascotte que j'ai croisée 2 fois et dont l'allure et la présence dégagent un parfum indiciblement sinistre. Que dire encore de l'entité surnommée Jumping Woman, qui saute de façon robotique dans un paysage totalement vide. Mais l'entité sans conteste la plus étrange, je l'ai croisée dans un salon de coiffure. Le salon en lui-même est notable, avec ses textures sans relief et immaculées, mais aussi par cette photo cachée à l'arrière du salon. On y voit une silhouette humaine de dos, et c'est assez étrange d'avoir fait ce choix dans un cadre promotionnel. Mais c'est définitivement la modélisation de la coiffeuse qui hante depuis mes nuits. Rien ne va dans sa conception, d'autant plus que le modèle qui se fait coiffer, même s'il est basique, est relativement normal, ce qui fait encore plus ressortir l'incongruité de la modélisation de ce laserface du soin capillaire. On dirait un vrai visage tiré d'une photo pixelisée qui a été ensuite étiré sur un modèle 3D d'une taille différente. Les cheveux semblent posés au-dessus d'autres cheveux et ce peigne rouge traverse le corps de sa victime comme une arme blanche. Petite pensée pour la personne qui voit sa plaque d'immatriculation figée pour l'éternité dans ce sombre cauchemar. Même si j'imagine bien que le rendu global devait être honorable pour l'époque et que l'envie d'innover était là, je suis toujours ébahi de penser que des gens aient pu croire
que quiconque puisse avoir envie de venir se faire coiffer après une telle introduction. Il règne ici une forme d'angoisse involontaire qui apparaît malgré elle, en dépit de la volonté des créateurs de ces mondes. C'est le passage du temps, le vide ambiant et l'aspect cassé de ces univers qui les rendent aujourd'hui si spéciaux. Dans cette catégorie, la palme revient sans doute à cette visite virtuelle des bâtiments de Brother André, un lycée américain. On est d'abord accueilli par une photo en noir et blanc de ce joyeux drille que semblait être André, et l'on peut ensuite visiter quelques couloirs de l'école. On est d'abord totalement agressé par la bande-son, puisqu'elle superpose la voix d'un narrateur qui nous présente l'école à des cris d'élèves en arrière-plan. Mais l'enregistrement rend ces cris assez angoissants. De même, le trombinoscope des élèves ne montre pas de photos, mais juste des silhouettes noires, comme si les élèves avaient disparu. Les textures utilisées ne donnent pas vraiment envie de s'inscrire, pas plus que les portraits des directeurs réalisés sous Paint. Rien ne fonctionne dans cette visite, et ce n'est pas ce fameux deuxième étage qui répondra à nos interrogations, puisqu'il n'ouvrira malheureusement qu'en l'an 2000. Ce qui m'a le plus dérouté dans nombre de ces mondes, c'est mon incapacité à comprendre ce à quoi ils pouvaient bien servir. On peut faire face à des contextes de création très différents. Certains sont d'ailleurs ce que j'appellerais des brouillons publiés, des espaces qui ont servi à leurs auteurs de galop d'essai sans aucune ambition artistique ou intellectuelle, simplement pour voir comment le logiciel fonctionne. Et c'est finalement assez rare pour un visiteur de parcourir une structure qui n'a ni intérêt, ni but, ni visée artistique, ce qui en fait des curiosités architecturales assez uniques. D'autres lieux ont simplement été conçus pour le plaisir de les fabriquer et de les partager. Mais peut-être que certains de ces lieux ont eu du sens et de l'importance pour qui les a créés. Si les débuts de mon exploration m'ont procuré une certaine insouciance, je me rends compte que les fragments de monde que je parcours sont de plus en plus inquiétants. Je m'enfonce sans le vouloir dans un labyrinthe qui m'aspire dans ses méandres les plus isolés. C'est le cas par exemple de la chapelle de la Rose Blanche. C'est une pièce qui semble vouée à un certain recueillement vu son nom, mais je me garderais bien de prier quelconque entité dans ces lieux, tant l'esthétique kitsch de l'endroit flirte avec le sinistre. Il y a des peintures au mur et un orgue rétro-futuriste dont je serais bien curieux d'entendre le son caverneux vu la taille des tubes. Le plafond semble moulé dans du polystyrène quand la moquette respire la tristesse. Je serais très curieux de connaître les motivations qui ont conduit à la création d'un tel lieu et quel culte étrange était célébré ici. Certains lieux que j'observe rejouent malgré eux ce qu'on pourrait appeler le syndrome du Truman Show, c'est-à-dire le moment où un personnage réalise que le monde qui l'entoure est une fabrication factice. Et je pense notamment à cette scène où le personnage de Jim Carrey touche le mur des studios et réalise qu'il vit dans un décor. Il y a plusieurs micro-mondes que j'ai pu parcourir à m'avoir fait cet effet, dès lors que leurs limites m'apparaissaient. Soit je réalise que le ciel est en fait une paroi texturée juste à côté de moi, soit l'horizon s'avère être un mur en JPEG dans lequel les voitures disparaissent subitement, sans qu'on puisse savoir ce qui se trame de l'autre côté. J'ai attendu des heures au cœur d'un bureau désert entouré de vide, j'ai exploré des plateformes flottant dans les ténèbres, j'ai fouillé une île déserte de fond en comble sans jamais savoir si ma présence en ces lieux avait le moindre sens. Certains lieux comme ce château vous donnent l'illusion qu'il y a quelque chose à trouver, mais après de longues minutes, ils ne cachent rien d'autre qu'une amère déception. Idem pour cet endroit aux faux airs de Myst, dont les mécanismes sont incomplets et dénués d'effets qui me soient du moindre secours. J'ai exploré une immense pyramide à degrés, bardée de motifs incompréhensibles, et même en explorant ses entrailles, je n'ai trouvé aucun indice sur l'objectif de sa conception. Parcourir de multiples mondes dont vous ne connaissez ni l'origine ni le sens est sans doute le meilleur moyen de perdre pied. Et je dérive peu à peu dans ces ruines numériques à tenter de comprendre où je suis. Plus je m'enfonce dans mon périple, plus j'ai des réminiscences de mon temps passé dans les backrooms. Peut-être que la forme a vieilli, mais cet ensemble de mondes que je découvre pourrait bien former une analogie explicative de cette mythologie. Je traverse des niveaux tous différents, dont la taille et l'objet varient et dont le sens nous est souvent caché. J'ai ici cette même impression de solitude terrifiante, ce même sentiment de mélancolie anxieuse,
à la vue d'espace aussi incongru. Je commence à croire que j'évolue peut-être dans le berceau des backrooms. Car comme le dit le slogan qui sous-titre cette mythologie, « You've been here before ». Vous êtes déjà venu ici. 2h36. Je reformule ma théorie. Tous ces endroits virtuels ont été créés par une technologie humaine du passé, qui à sa manière permettait à quiconque de créer sa propre dimension parallèle. Avec un ordinateur et un lien, tout le monde pouvait entrer dans ces mondes de poche. C'est pourquoi, comme pour les backrooms, on traverse des mondes aussi disparates, et dont parfois le sens nous échappe. Chaque petit monde est la création d'un dieu développeur anonyme dont les intentions varient. À présent, j'en suis presque convaincu, j'explore ici des niveaux non encore identifiés. Et une fois qu'on applique à ces mondes cette grille de lecture, tout prend un sens nouveau et enflamme mon imaginaire. J'ai projeté tant d'angoisse dans ce niveau sous-marin presque totalement désert, à l'exception d'une tortue et d'un muret de pierre. On nage au milieu de ce grand vide, alors que le chant sinistre des baleines retentit autour de nous. La seule chose qui attire notre regard est une ancre colossale, à moitié ensevelie dans le plancher océanique. Or, qui dit ancre, dit navire. Je remonte donc les maillons de la chaîne vers la surface, en espérant trouver un navire, et peut-être de la vie. Et après de longues secondes, je suis bien obligé de me rendre à l'évidence. Cette ancre est un leurre. Il n'y a rien qui m'attend là-haut. Je suis bel et bien seul dans ces profondeurs. Je me suis profondément passionné pour les esthétiques liminales, et malgré mes recherches, j'étais complètement passé à côté de la mine d'or tapie dans ces espaces virtuels abandonnés. La liminalité croise plusieurs émotions, mais on y trouve souvent ce mélange de nostalgie et d'angoisse. En contemplant des lieux vidés de toute présence humaine, dont les représentations évoquent à la fois le familier et l'étranger, on en vient à projeter dedans une part de notre inconscient. Si on trouve si souvent des supermarchés abandonnés, des parkings, des résidences, des piscines, des aires de jeu ou bien des couloirs d'hôtels, c'est parce que nous sommes nombreux à avoir des souvenirs lointains de ces espaces. La liminalité a pris une dimension plus fantastique et horrifique depuis qu'elle a été intégrée à la mythologie des backrooms, qui en a fait la base de son esthétique, en jouant sur l'inhumanité des volumes et leur trompeuse banalité. Explorer une partie d'internet datant de plus de 20 ans, c'est forcément agiter une poussière nostalgique, puisque tout ici nous ramène à une forme d'utopie numérique des premiers temps, à la fois touchante et grinçante. Puisque plus personne ne vient ici, je me retrouve dans un dispositif similaire à toute esthétique liminale, c'est-à-dire qui déborde de solitude. Je contemple ici les décombres immaculés d'un monde qu'on a simplement délaissé. Contrairement aux ruines d'Urbex, les espaces liminaux présentent des ruines parfaitement préservées, en bon état. Ici, de la même façon, les graphismes ne se sont pas abîmés avec le temps, il n'y a pas de végétation rampante ou de toits effondrés. On évolue dans un souvenir parfaitement préservé. Les esthétiques liminales jouent aussi souvent sur un traitement de l'image, des couleurs ou de la lumière qui va accentuer le sentiment indicible qu'elle dégage. Je retrouve ici quelque chose de similaire, mais qui passe cette fois-ci par les textures et les couleurs répandues dans les logiciels d'alors. Les palettes de couleurs sont souvent basiques et mornes, les textures sont très archaïques et manquent de finesse, on voit d'ailleurs souvent les patterns se répéter. Lorsque je clique et que je suis transporté dans un niveau, je ressens la même chose que le personnage de Kane Pixels lorsqu'il no-clip dans les backrooms. Certains niveaux que j'ai parcourus méritent leur place dans cette mythologie, comme cet immense entrepôt dans lequel se trouve un océan figé sur lequel des navires abandonnés flottent sur place. Dans un autre niveau, je découvre une dimension dont les murs sont tapissés de photos de jungle et qui débouche sur une pool room dans laquelle nagent des poissons bleus aux allures de jouets. Au centre du bassin, entouré de ciel en JPEG pixelisé, trône un minuscule îlot. Un habitant menaçant nous attend là-bas, le crocodile Lacoste. Je me souviens aussi de ce niveau qui prend la forme d'une arène de combat multijoueur, mais dans laquelle vous ne croiserez jamais aucun adversaire, de ce gigantesque casino dont aucun des bandits manchots ne fonctionne. Il y a un certain malaise à parcourir un lieu dont la promesse ne peut plus être tenue. Idem pour cette salle de cinéma au style vintage qui m'a laissé une impression étrange. On pouvait à l'époque apparemment lancer sur l'écran des vidéos, et notamment la bande-annonce du film La Momie. Mais les images ne se lancent plus.
Ce que j'ai le plus aimé dans cette salle, c'est qu'elle m'a donné l'impression d'être hantée. Il n'y a aucun effet horrifique, je pense même que c'est le fruit d'une personne qui a essayé de faire au mieux, mais on a vraiment la sensation d'un lieu maudit. Cela passe par le côté sous-éclairé de la salle, par l'aspect rétro du design, mais surtout par l'utilisation sur les murs de la couleur la plus maléfique qui soit, à savoir le beige. Je pense qu'en plus de l'absence de toute présence humaine ici, c'est cette poésie du lien mort, de la date dépassée qui me fait cet effet. Beaucoup de lieux ici annoncent des événements à venir, et le fait qu'on soit longtemps après crée une impression étrange, nous plaçant dans la position inconfortable d'un voyageur du temps qui jouerait ici l'inspecteur des travaux finis depuis longtemps. Il y a une certaine mélancolie à explorer ce cimetière qui fut en son temps l'un des visages de la modernité. Les niveaux les plus déprimants que j'ai pu traverser sont sans doute les boîtes de nuit. En temps normal, ces lieux sont censés célébrer un bain de foule qui se mélange et tente de s'oublier quelques heures. Mais il ne reste plus ici que des salles vides, clignotant sous les néons, sans aucune musique. Il ne reste généralement plus qu'une personne au bar, et je dois bien constater que ce sont généralement des rencontres assez terrifiantes. Une des boîtes a remplacé les danseurs par des espèces de mannequins rappelant vaguement des poses à la Kiss Haring. Et cette idée est sans doute la meilleure si l'on souhaite créer une couche supplémentaire de solitude. Je me laisse porter par la bizarrerie de ce que je contemple, sentant bien que chercher du sens est désormais vain. Je me dirige ensuite vers une ville absurde aux textures disparates et à l'urbanisme incertain, rempli de sculptures et de symboles que je peine à saisir. Mais parfois une part de moi se sent frustrée et cherche à comprendre, à expliquer l'aspect malsain ou énigmatique de certains lieux, ne serait-ce que pour me rassurer. J'ai rencontré ce cas précis dans un monde appelé The XML Cube. On gravit une sorte de structure pendant qu'un narrateur extérieur nous vante les qualités du langage XML. Mais c'est une fois qu'on arrive sur le toit qu'on découvre un élément étrange. Là-haut se trouve un cube qui a pour paroi la photo en noir et blanc d'un individu. Je me questionne sur son identité et je commence à fantasmer sur la présence de ce portrait. Est-ce le créateur du lieu qui a mis son visage en guise de signature, ou bien cette personne incarne-t-elle quelque chose d'autre ? Je commence par faire une capture d'écran pour tenter d'effectuer une recherche inversée, mais sans succès. Et s'ensuivit alors l'enquête la plus courte du monde, car j'ai émis une hypothèse qui s'est avérée être immédiatement la bonne. En relisant le titre, je me suis demandé si je ne faisais pas tout simplement face au créateur du langage XML. Et c'est bel et bien le cas puisqu'il semble s'agir de Tim Bray, l'un des deux concepteurs du langage en question. C'est donc une sorte d'hommage qui trône en haut de la structure. Bray est devenu par la suite un employé très bien placé chez Amazon et il a démissionné après que l'entreprise a tenté de faire taire des lanceurs d'alerte qui mettaient en lumière les conditions des employés dans les entrepôts de la marque durant la période Covid. Si j'ai été heureux de résoudre si facilement ce mystère, c'est l'un des rares niveaux à m'avoir livré ses secrets. J'ai visité des dimensions absurdes, comme cette immense construction bardée d'échafaudages qui se dresse dans la nuit et qui semble faire référence à un logo dont j'ignore la nature. J'ai parcouru une ville totalement vide, où trône simplement la statue d'un homme dans le plus simple appareil. D'autres niveaux semblent vouloir délivrer une sorte de message politique. L'un d'entre eux est une structure cubique au centre de laquelle tourne notre globe terrestre. On peut pénétrer à l'intérieur de la structure pour découvrir que les murs qui encerclent la Terre montrent des images de pollution pour le moins anxiogènes. Si le message est assez frontal, il atteste que même dans une contrée aussi reculée que celle-ci, le message tentait déjà d'être porté à l'époque. Bien que je n'ai pas croisé de lieux spécialement gore ou manifestement dangereux, il y a tout de même 2-3 niveaux qui m'ont questionné, au moins quant aux motivations de leurs auteurs. Pour commencer, il y a ce niveau où trône un bâtiment dans lequel il est impossible de rentrer. Un panneau nous accueille avec les mots « Welcome to Ice Cream Land », le fameux pays des glaces. Mais si c'est un vocable qu'on voudrait associer à l'insouciance enfantine, rien dans le niveau ne communique quoi que ce soit qui s'y rattache. Il n'y a pas âme qui vive et il fait nuit noire. En faisant le tour du bâtiment, on découvre un camion de glace appelé la Teddy Mobile.
Il y a sans doute un lien avec le visage d'ours en peluche affiché juste à côté. Si on aimerait que le marchand de glace soit une entité sympathique, il a dans l'imaginaire américain acquis avec les années une réputation beaucoup plus sombre, ayant pour but criminel d'attirer les enfants. L'ajout ici d'un ours en peluche, lui aussi devenu connoté sur internet, ne fait que confirmer l'ambiance sinistre des lieux. J'espère que je surinterprète, mais si ce lieu a été conçu pour créer un tant soit peu de joie et d'insouciance, nous dirons simplement que l'objectif a échoué. Je découvre aussi ce temple très simpliste dont les murs sont tapissés d'une image que je peine à décrire précisément, vu sa pixelisation. Mais ce qu'on distingue est assez malsain. On y voit un homme pâle, au crâne rasé, assis en tailleur, qui semble s'adonner à une sorte de prière ou de rituel. La partie la plus inquiétante se trouve au sol, juste devant lui, puisqu'on distingue des morceaux organiques baignant dans une flaque de sang. On dirait presque un chat ou quelque chose du genre, mais c'est là que la pixelisation nous empêche d'être plus catégoriques. Quoi qu'il en soit, ce niveau dégage une aura assez morbide, accentuée par l'aspect naïf et maladroit du décor alentour. Mais dans la série Capsule temporelle qu'on aurait souhaité oublier, le lieu à m'avoir fait le plus d'effet est cette exposition cauchemardesque réalisée à l'aube du XXIe siècle. Au début du niveau, plusieurs images sont accrochées au mur. Un avion qui s'écrase sur une foule, un crucifix réalisé avec des poutres métalliques. Je reconnais d'ailleurs la croix fabriquée avec les décombres du World Trade Center. Dans la pièce suivante, on découvre une photo qui comprend ces mêmes images, mais cette fois-ci vue depuis la chambre d'une jeune fille qui contemple ce spectacle. Et c'est juste après cette chambre qu'on pénètre dans une galerie recouverte de photos, du sol au plafond. On y voit des images de virus prises au microscope, mais aussi des portraits de George W. Bush ou de Ben Laden. Plus loin, des images rappellent la psychose de l'anthrax, qui avait suivi les attentats puisque plusieurs lettres contenant cette substance mortelle avaient été envoyées aux États-Unis. Les murs sont tapissés d'images de guerre et de soldats, au point qu'on est vite étouffé par ce qui devait être pour l'auteur, à l'époque, une actualité relativement brûlante. Au milieu de toutes ces images placardées, se trouve une photographie d'Adriana Carambeu, qui semble, comme nous, se demander ce qu'elle fait ici. À la fin de la galerie se trouve un trou dans lequel on peut sauter. Après une courte chute dans le vide sous le niveau, on atterrit sur une vue aérienne d'Afghanistan, nous faisant en quelque sorte jouer le rôle d'une bombe qu'on viendrait de lâcher d'un avion. Même si j'ai du mal à comprendre l'intention, voire même le bord politique de la personne qui a réalisé ces lieux, j'ai tout de même été marqué par cette galerie, malgré son manque de finesse. J'avais 21 ans en 2001, et je me souviens d'avoir dévoré comme tout le monde l'actualité à l'époque, et cette galerie m'a ramené plus de 20 ans en arrière, en plein cœur des angoisses et des psychoses que cette période avait su provoquer. Tous ces lieux ont le potentiel d'antres interdits, où quiconque pourrait venir épancher une partie de sa psyché en 3 dimensions. Et c'est sans doute quelque chose qui participe à la curiosité qui me pousse à cliquer encore et encore vers de nouvelles dimensions. Tous ces mondes sont si étranges, uniques et énigmatiques. J'ai parcouru des chambres d'hôtel que Lynch n'aurait pas reniées, des appartements où chaque centimètre carré transpire de déprime. J'ai parcouru des thermes romains aux teintes glauques, des villas labyrinthiques en marbre rose. Je ne parviens plus à distinguer les niveaux entre eux, et j'ai la sensation de m'enfoncer dans un monde factice et irréel dont je peine désormais à trouver la sortie. À force de voyager dans ces dimensions, j'ai fini par m'accoutumer à l'esthétique étrange qui les habille. Il y a même certains paysages qui m'ont procuré une forme de paix et de tranquillité. Il y a certes toujours cette pointe de mélancolie, mais on parvient malgré tout à y saisir une forme de poésie. J'ai contemplé une montagne du destin, j'ai survolé le mont Olympe, j'ai parcouru des jardins orientaux, des forêts aux couleurs automnales. J'ai regardé le feu crépiter dans un désert. J'ai même suspendu le temps devant un dolmen caché au cœur d'une forêt. Le lieu qui m'a le plus saisi par sa beauté est un gigantesque aquarium appelé le Skippy Brands Underwater World. Même si le lieu présente des textures et des couleurs un peu passées, le tout est savamment agencé dans un esprit presque art déco, ce qui rend les lieux assez impressionnants. De grands bassins retiennent différentes espèces de poissons, et dans le réservoir central on trouve même une majestueuse baleine qui chante en nous regardant. Quand je disais plus tôt qu'il n'y avait ici plus aucune trace de présence humaine, c'était sans compter certains niveaux que j'ai découverts après des heures de randonnée dans ces mondes cimetières.
On ne peut certes plus interagir avec quiconque aujourd'hui, mais il y a eu ici de véritables tentatives, une forme d'utopie dont on peut encore aujourd'hui retrouver certains vestiges. Tous les lieux qu'on a vus jusqu'à maintenant étaient visitables, mais plusieurs doutes planent. On ignore s'ils étaient vraiment fréquentés, et il est difficile de savoir si on pouvait véritablement interagir avec d'autres visiteurs. Mais d'autres lieux ne laissent planer sur ce point aucun doute, puisque leurs restes archéologiques montrent que tout était pensé ici pour bâtir de nouvelles cités. Puisqu'Internet et plus largement la virtualité sont devenus pour beaucoup une part intégrante de nos vies, on a presque tendance à oublier la promesse formidable, le champ infini des possibles que cela a pu constituer pour les premiers internautes. Bien sûr que cette fascination a évolué et a pris d'autres formes bien plus abouties, comme par exemple le MMORPG, mais cela reste une pratique liée aux jeux vidéo. Quand on parcourt ces restes de monde, on voit bien qu'il y avait ici l'espoir de créer une terre bis, un endroit où l'on pourrait prolonger l'expérience du réel et bâtir des univers qui permettraient l'avènement de nouveaux échanges culturels et commerciaux, de nouveaux défis, de nouvelles réalités, et où tout le monde serait invité. Il y a une phrase trouvée sur un panneau qui résume très bien cette ambition d'explorer une forme d'inconnu: Terraforming Cyberspace. Terraformer le cyberespace, c'est littéralement défricher une planète inconnue, aux conditions inédites voire hostiles, et tenter de préparer l'arrivée de la population. Si leur mission réussit, alors le monde connaîtra un nouveau continent susceptible de conduire notre civilisation dans son ère virtuelle. Toutes ces utopies ont pris des formes très distinctes, en commençant par certaines assez rudimentaires. La forme la plus basique est celle des chatrooms à thème. C'est parfois difficile de deviner après tant d'années leur thématique précise, mais certaines semblent tourner autour de la science ou des mathématiques, et constituer sans doute un lieu d'échange et de rencontre pour des gens passionnés par le sujet. Certaines chatrooms sont plus personnalisées, comme ce restaurant-salon qui propose une carte relativement large au niveau des influences culinaires, mais qui offre une ambiance très particulière et assez réaliste dans son agencement et ses proportions. En dehors du restaurant lui-même, je découvre de petits salons proposant différentes assises, mais surtout une grande salle avec des statues et une table basse immense autour de laquelle on pouvait s'installer en tailleur. J'aurais été bien curieux de voir ce lieu au moment où il était fréquenté, quelle forme prenaient les échanges, et c'est une pensée qui va me suivre tout au long de mon périple au cœur de ces micro-utopies. Je traverse une quantité de chatrooms aux thématiques aussi vastes et disparates que le mythe arthurien ou le cirque. De quoi pouvait-on bien parler ici? Quelle typologie de gens se retrouvaient dans ces espaces si avant-gardistes et confidentiels? Il y a même des lieux de taille assez impressionnante, pensés pour accueillir du monde, et dont il se dégage aujourd'hui une impression de solitude d'autant plus forte. En arrivant dans ce monde décrit sur un panneau comme le pays du vent, on peut choisir entre 3 modes: le mode nuit, le mode grand soleil ou bien le mode brume. Et c'est pour une expérience la plus agréable possible que je choisis donc le mode Silent Hill pour mon exploration. Même si cela a dû jouer dans l'impression assez sinistre que m'a donné l'endroit, ça reste un choix canon puisqu'il m'est proposé. Les lieux sont entre la ville et le parc d'attractions, et il y a plusieurs zones pensées pour la communauté. Je pense par exemple au Café de la Grande Soif, dont la fréquentation modeste est contrebalancée par la sympathie discrète du barman. Il y a aussi un cinéma assez glauque, dont la sélection de films est plurielle, puisqu'on y trouve aussi bien Indiana Jones que la 7e compagnie. Les affiches à l'intérieur de la salle continuent à créer des passerelles entre les genres, faisant se côtoyer Sleepy Hollow, les Tontons Flingueurs et le 5e élément. Il y a uniquement une spectatrice, totalement immobile, qui attend un film qui ne se lancera plus jamais. Je parcours le reste de l'île et découvre un rivage sur lequel on peut naviguer. Plus loin, un immense chantier et la fusée de Tintin dans Objectif Lune. Je vois même passer un petit train touristique qui traverse l'île de part en part. Je pénètre ensuite dans une grande villa aux murs couverts d'affiches type Félix Potin du début du siècle, ce qui donne à la maison un côté un peu vieillot. Et contre toute attente, au fond de la maison se trouve un écran qui diffuse une image du petit Spirou. Je ne saurais trop comment l'expliquer, mais on dirait là une ville construite par un enfant qui serait né vieux. Il y a aussi cette maison étrange qui désigne une zone de chat privé. Et à l'intérieur, on trouve un bureau dont l'écran d'ordinateur affiche une photo de ce même bureau, mais aussi une cheminée et un canapé qui permet de regarder à nouveau Spirou sur un écran de télévision. Notons que dans l'image, le personnage de BD montre une expression peu réjouie. Je n'en saurais pas plus sur ces lieux,
mais je serais bien curieux de comprendre ce que représente cette figure pour son créateur. J'ai parcouru des sortes de hubs, de nœuds qui renvoient vers d'autres sites ou d'autres espaces virtuels. Je me souviens notamment de l'un d'entre eux, et si le lieu est relativement sans intérêt puisque plus rien ne marche, il y a malgré tout un détail qui m'a marqué. C'est ce panneau LED déroulant qui accueille le visiteur en annonçant la présence d'animateurs tous les jours de 15h à minuit. C'est le signe que le lieu a connu une certaine fréquentation et qu'encore une fois, on a cru en sa part d'Eldorado. On trouve même un panneau tutoriel qui tente de nous aider à customiser soi-même notre présence dans ce nouveau monde. On peut par exemple s'habiller d'une certaine façon, exercer un métier ou un rôle, animer un club et bien sûr gagner des points. Mais il semble qu'on pouvait en outre aménager un lieu, le décorer et même, promesse ultime, il était possible de bâtir en 3D. J'ignore si cela a un lien avec la carte interactive qui trône dans la salle suivante, mais il semble qu'on pouvait trouver ici un relais vers ce monde interactif. Ce sont principalement des marques qui ont investi l'endroit, mais il y a malgré tout quelques rares lieux qui semblaient renfermer une dose de fun incommensurable, comme le Web Bar ou la Croisette des Stars. Mais ce sont des merveilles qui seront à jamais enfouies. Il ne reste plus pour en attester l'existence que les souvenirs d'internautes anonymes ayant eu le privilège de surfer dans ces couloirs à l'époque. Je traverse plusieurs continents différents, et notamment celui investi par la communauté Marianne, à savoir le Club Marianne et le Marianne's World. Ils comptent parmi les mieux codés et optimisés des niveaux que j'ai pu traverser, et c'est sans doute parce qu'ils ont été conçus par un studio de jeux vidéo. Le lieu semblait être massivement multijoueur, puisque les gens pouvaient discuter, conduire, danser et même faire de la musique. 3 îles différentes s'offraient aux visiteurs, qui pouvaient ainsi passer du temps avec de nouvelles personnes, peu importe où elles se trouvaient sur la planète. Il existe cependant des lieux de rencontre qui me sont apparus comme plus obscurs, et qui m'ont même laissé interdit après quelques instants de visite. J'ai en tête cette sorte de galerie d'exposition qui au départ m'a mis presque mal à l'aise. Déjà, les murs n'affichent pas des œuvres, mais des posters avec des adresses mail. Le bar du lieu est entouré de scotch jaune comme sur une scène de crime, ce qui n'a aucune espèce de sens. Et puis il y a ce promontoire dans un coin qui arbore fièrement des toilettes miniatures. Enfin, un panneau indique qu'après la réception, les verres sont pour Martine. Mon imagination s'apprêtait à prendre une nouvelle direction, mais j'ai décidé d'en avoir le cœur net, et j'ai entré le nom des sites dans la Wayback Machine, un outil qui permet de remonter le temps internet et de pouvoir consulter une sorte de photographie du passé de certains sites. Et la plupart de ces liens emmènent en fait vers des sites perso de créateurs spécialisés dans la construction d'univers virtuels. En quelque sorte, les francs-maçons de l'époque. C'est par leur biais que je vais découvrir toute une communauté qui fut sans doute la plus active dans la fabrication de dimensions virtuelles. L'utopie a tellement compté pour eux qu'ils se sont même donné un nom, les Atmospherians. Leur nom est tiré du logiciel créé par Adobe nommé Atmosphere, ou Atmo pour les intimes. C'est dans ce software qu'ils vont créer tout un réseau de mondes virtuels, avec en plus la possibilité de les connecter entre eux ou de les raccorder à un hub officiel et central grâce à un système de portail. Ces derniers sont symbolisés par des carrés colorés qui flottent et tournent sur eux-mêmes. Ce hub central prend la forme d'une sorte de ville administrative qui fait office de centre névralgique et depuis lequel on peut accéder à certaines zones. C'est ici qu'on peut apprendre les us et coutumes de ce monde, mais aussi acheter un bâtiment ou entrer en contact avec des atmosphérianes et notamment des personnes ressources capables de vous éclairer sur ce nouveau chemin. Il semblait y avoir ici tout un écosystème propre, puisqu'on pouvait trouver des affiches de recrutement, mais aussi des critiques de monde, censées évaluer les créations des membres de la communauté. Et un peu comme l'employé du mois dans certaines entreprises, on pouvait ici visiter le World of the Month. Je découvre un peu plus loin une zone avec des temples qui font office de tutoriel, que ce soit pour comprendre le logiciel en lui-même, mais aussi pour faire des affaires commerciales, et autant d'autres conseils pour faire d'Atmosphère un monde riche et plein d'avenir. Beaucoup de gens vont utiliser Atmo dans un but de monstration. On trouve aussi bien le bâtiment d'un professeur qui met en ligne le travail artistique de ses élèves, que des zones vouées à afficher les CV de candidats en recherche d'emploi dans ce secteur.
Atmosphère était censé pouvoir accueillir tout un panel d'interactions. Et de tous les mondes créés par cette communauté, il en est un qui reflète tout cet espoir d'alors, et qu'on surnommera sobrement le hall de gare. C'est un lieu qui propose des salles uniques, mais qui redirige aussi vers un grand nombre d'expériences extérieures. C'est sans doute l'endroit dans lequel j'ai passé le plus de temps, et je n'ai jamais exploré une structure aussi complexe durant mon périple. Il y a d'abord un grand hall accueillant plusieurs boutiques ou échoppes qui en elles-mêmes valent le détour. Je pense notamment à ce bar qui m'a fortement rappelé celui du film Shining, et la piste musicale qui se lance lorsqu'on s'y trouve accentue encore ce sentiment de malaise. Outre un bureau d'information sans grand intérêt, on trouve ensuite une galerie d'art dédiée à une artiste, et c'est encore une fois un magnifique beige qui a été choisi pour mettre en valeur son travail. La musique est assez relaxante, mais donne au lieu une ambiance assez étrange, qui conviendrait parfaitement pour faire la bande-son d'un espace liminal. À côté de cette galerie d'art, on trouve ce qu'ils appellent une galerie d'objets. À l'intérieur, on trouve deux portails distincts. Le premier conduit dans une immense zone plongée dans l'obscurité, où sont éclairés quelques automates énigmatiques totalement figés. La seconde salle conduit vers un espace intitulé The Movement Company, et dont les visuels dégagent une esthétique analogue aurore qui m'intrigue particulièrement. Il est probable que ces salles servent à exposer le travail de personnes qui fabriquent des solutions pour ces logiciels. Mais avant de passer au quai de la gare, je décide de passer aux toilettes, et je vous aurais volontiers éludé la séquence si elle n'avait pas été le berceau de mon seul jumpscare de l'aventure, en dehors de celui des moines. C'est un grand mot puisque je n'ai pas vraiment sursauté, et que cela n'a rien de vraiment horrifique, mais je ne m'attendais absolument pas, après des heures de solitude intense, à découvrir une paire de bras jaillir derrière l'une des portes. Je suis resté plusieurs secondes à essayer de comprendre ce qu'il pouvait bien faire debout face à la porte et les bras en l'air, mais j'ai vite compris que je n'aurais guère de réponse à ce mystère. La deuxième partie de la gare abrite 6 entrées rappelant des bouches de métro, qui conduisent vers les quais. Ils sont tous plus ou moins identiques, et c'est seulement le contenu et la couleur des trains qui diffèrent. On ne peut pas vraiment entrer à l'intérieur des wagons, mais toucher chaque porte est censé nous conduire vers un nouveau monde, conçu avec atmosphère. Seulement voilà, le temps faisant son œuvre, la plupart des niveaux sont aujourd'hui inaccessibles, probablement parce qu'ils ne sont tout simplement plus en ligne. À quelques rares exceptions près que nous verrons plus tard, j'ai dû me contenter de fantasmer sur le peu d'informations présentant chaque monde, à savoir un titre et une portion d'image. La plupart des niveaux proposés semblent assez normaux et nous invitent à visiter des lieux plutôt communs. Un parc, un château médiéval, une station de gare ou bien encore un phare maritime. Certains portails sont un peu plus inattendus, comme ceux qui proposent une promenade au cœur du phare d'Alcatraz ou du système solaire. On trouve aussi ce passage vers un monde appelé Night Sounds, qui supposément nous fait entendre les sons qui émergent de la nuit. Mais si j'accepte assez facilement de me voir refuser l'accès à la plupart de ces mondes, certains m'intriguent tellement par leur intitulé ou par leur image que je nourris une certaine frustration à rester à la porte. Il y a ce monde nommé Maya One dont le visuel m'intrigue. Cette pièce très liminale appelée Iguana. Cette autre pièce qui flotte dans les airs et qui porte le nom Nope Music. Il y a aussi ce labyrinthe intrigant appelé avec humour Amaze Inc., un jeu de mots valise mêlant les termes dédale et formidable. Et le niveau qui m'intrigue le plus est sans aucun doute celui appelé The Den, c'est-à-dire la tanière. Avec un tel nom, on aurait pu croire à une visite de l'habitat d'un ours, ou bien à une galerie perso, mais le visuel vient contredire ce présupposé pour nous montrer une salle très liminale, sans aucun plafond. Ce nom et cette image ensemble créent un mélange assez inquiétant, mais c'est l'un des nombreux niveaux pour lesquels je vais devoir me contenter de mon imagination. Au bout d'un certain nombre d'échecs, je finis par tester mécaniquement chaque portail par acquis de conscience, et j'ai finalement bien fait, puisque contre toute attente, une plateforme en particulier a gardé plusieurs de ces mondes encore accessibles. Le premier m'emmène vers une salle mettant en avant les activités du SIGGRAPH, un séminaire américain qui existe encore aujourd'hui et qui porte sur l'infographie et les techniques interactives. C'est un nom que j'ai vu passer sur certains posters au cours de mon voyage, et c'est somme toute assez logique de trouver une telle entité en ces lieux. Même si la salle est assez kitsch et que tous les liens sont inactifs, les photos laissent entendre à quel point ce genre de convention devait être à l'époque excitante,
tant le numérique et Internet étaient en pleine explosion. J'ai aussi eu la chance de pouvoir franchir le portail qui mène vers le Zen Garden. Mais rien n'indiquait que m'attendait ici un jardin zen tout droit sorti de Silent Hill. Le bruit de la mer et les bambous qui s'entrechoquent sont certes vaguement relaxants, mais ce brouillard ultra épais rend les lieux plus lugubres qu'autre chose. Bien sûr, on trouvera dans ces lieux ce qu'on y projette rétroactivement, et j'en veux pour preuve ce niveau appelé Display Home, qui nous permet de visiter une maison modélisée. L'exploration de la bâtisse m'a donné un étrange sentiment de déjà-vu, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser fortement au jeu myhouse.wad, un mode de Doom qui cache bien des secrets, allant des backrooms à la maison des feuilles. Encore un indice qui montre la porosité entre ces univers de la fiction et ces mêmes contrées que j'explore. 2 autres niveaux m'ouvrent leurs portes. Ce sont 2 mondes miroirs puisque seule la couleur de leur texture change. On se promène dans une zone assez restreinte, à l'intérieur d'un bureau administratif dont je n'ai absolument pas trouvé la fonction ni la nature, sachant que l'ordinateur des lieux montre uniquement une partie de solitaire en cours. Si le premier bureau est assez réaliste dans son ambiance très morne, le second arbore des couleurs pastel assez irréelles, qui rappellent la palette chromatique de l'esthétique Dreamcore. La visite de ce second bureau ne fait qu'accentuer le nombre de questions que je me pose concernant ces niveaux. Outre quelques dimensions offrant la visite de décors futuristes sans grand intérêt, et aussi un labyrinthe aux structures filaires dans lequel je me suis égaré de longues minutes, il y a quelques derniers niveaux cachés dans ces wagons qui m'ont particulièrement marqué, et ce pour des raisons très différentes. Je pense à ce wagon sobrement intitulé Art Gallery, dans lequel je rentre en pensant trouver une simple pièce avec quelques photos sur les murs. Mais c'est littéralement une spirale d'œuvres qui m'attend à l'intérieur, montrant des pièces disposées le long d'un escalier qui s'enroule sur lui-même. Plusieurs artistes participent à ce qui semble être une exposition collective. On trouve ici tout type de travaux au point qu'on doute qu'il y ait un thème commun à l'exposition. Il y a de la peinture traditionnelle, de la 3D, du digital painting et même du dessin. La visite est malgré tout assez frustrante car le travail des artistes n'est pas clairement identifié. Et c'est dommage car il y a ici certaines œuvres qui dégagent une certaine noirceur, dont j'aurais aimé creuser un peu plus les origines. On trouve aussi dans un wagon cette salle appelée le Trade Show, qui accueille une sorte de convention professionnelle. C'est une salle particulièrement peu esthétique, mais dont le propos n'est pas là. Il y a ici plusieurs marques qui se sont vues comme pionnières dans ce secteur. On trouve déjà un stand de la NASA qui affiche ce slogan « Explorer Mars et au-delà ». Je vous avoue que je m'explique moins leur présence ici que celle de la marque Adobe, puisqu'elle construit le logiciel permettant cette visite. Il y a aussi ce stand appelé Art Center qui semble faire la promotion d'une école de web design. Et le stand est tellement morne et peu invitant que j'ai failli passer à côté. Mais il y a malgré tout cette photo qui trône au centre du stand. De loin, on dirait simplement les locaux d'une école d'art. Mais tel David Hemmings dans Blow Up, je constate effaré la présence d'un corps inerte et pieds nus, allongé sous un bureau. Soit c'est une plaisanterie, soit c'est un élève épuisé qui dort entre 2 cours, soit c'est un cadavre. Dans tous les cas, je reste dubitatif quant aux bienfaits commerciaux d'une telle mise en scène. C'est dans cette même pièce que se trouve le stand des terraformeurs de cyberespace que j'évoquais plus tôt. J'adore le côté presque New Age de leur visuel et de leur slogan. On sent ce parfum d'une communauté sectaire qui attendrait le grand départ vers une autre dimension. Le stand semble appartenir au Contact Consortium et leur logo reprend la création d'Adam par Michel-Ange, mais en remplaçant cette fois-ci la main de Dieu par une main virtuelle. Leurs slogans sont remplis d'espoir et peut-être d'illusions. Le cyberespace pour un nouveau millénaire. Le pire est qu'ils avaient partiellement raison, mais que cela n'a pas pris la forme qu'ils tentaient de vendre ici. Le dernier stand emmène vers ce qui s'annonce comme un espace digital, réservé, je cite, aux architectes d'un cyberespace inhabité. Si on ne peut pas accéder à cette pièce via le trade show, le hasard veut qu'elle soit accessible depuis l'un des wagons. À l'intérieur, on trouve une trentaine de portraits. Puisqu'on n'a pas leur nom, j'ignore qui sont ces fameux architectes. Mais contempler cette salle m'a fait un effet étrange. Ce lieu a environ 20 ans et je me pose 1000 questions à leur sujet. Sont-ils toujours dans ce domaine? Sont-ils devenus des activistes hackers ou des pontes de la Silicon Valley?
Se doute-t-il qu'en ce moment même, quelqu'un explore ces lieux 2 décennies plus tard, avec la curiosité d'un Indiana Jones qui se demande s'ils sont tout simplement encore vivants? Est-ce un caveau que j'observe? Il reste un dernier monde que je souhaite vous montrer. Je ne saurais précisément vous dire pourquoi, mais c'est celui-là qui m'a paru le plus crépusculaire et le plus glaçant dans sa froide solitude. C'est un monde que j'ai mis du temps à identifier, car il est éclaté en plusieurs fragments séparés. Mais tous se réclament d'un monde simplement appelé Cyberworld. J'ai donc d'abord exploré certaines portions, sans savoir que ce que je visitais se rattachait à quelque chose de plus ambitieux. Ce n'est que bien plus tard, en parcourant Cybertown, sa capitale, que j'ai pris la mesure du projet. J'ai mis longtemps à mettre le doigt sur mon malaise, mais je pense que ces lieux m'ont fortement rappelé Rapture, cette cité sous-marine d'abord utopique, qui vire ensuite au cauchemar dans la saga BioShock. C'est cette salle en particulier qui m'a mise sur la piste de cette comparaison. En regardant par les fenêtres qui donnent sur une sorte de Times Square, on a cette même impression d'être sous l'eau dans la cité interdite. Il y a bien dans ces lieux un parfum d'utopie qui a mal tourné et qui cache quelques sombres secrets. Dans cette Atlantide virtuelle, on trouve un immense établissement bancaire, sans doute pour convertir du véritable argent en cybermonnaie. La banque a ce je ne sais quoi de glacial et de liminal, et c'est une ambiance qui va parcourir tous ces lieux. Je traverse aussi de grands open space, des hangars totalement vides, des salles de spectacle et même des studios de tournage. J'ai le sentiment que ces lieux n'ont jamais servi à quiconque, qu'ils sont une coquille vide censée servir un jour. Lorsqu'on entre dans Cybertown, la musique qui se lance dans le hall d'accueil est très particulière. Elle est à la fois assez belle et paisible, mais elle boucle très vite sur elle-même et finit par donner l'impression d'un disque rayé, ce qui épouse assez bien l'abandon qui règne ici. La ville présente une architecture futuriste, à cause des volumes et des couleurs de ses bâtiments, mais aussi grâce aux paysages qu'on devine en arrière-plan. Malgré le flou et la pixelisation, on devine une immense mégalopole qui s'étend à perte de vue. On se croirait dans un quartier oublié du jeu Tron. Je suis accueilli par un gigantesque panneau, et c'est Mina, l'hôtesse de ces lieux, qui m'invite à cliquer sur son avatar pour, je cite, « faire partie du futur ». En parcourant les travées de la cité, je découvre plusieurs panneaux publicitaires vantant les mérites du cybercola, ou bien m'invitant à tester la cuisine d'Elroy, la chaîne de fast-food du coin. D'autres affiches invitent à découvrir une galerie d'art, un casino, une salle d'arcade mais aussi une boîte de nuit, appelée le Club du Soleil Noir. D'autres activités garderont leur secret, car leurs noms, le Vidrome et le E-Plex, ont des noms trop énigmatiques. Cela m'évoque vaguement Vidéodrome de Cronenberg et les cinémas multiplex, donc peut-être pouvait-on ici regarder ou diffuser des choses, mais ce n'est là qu'une supposition. Je découvre aussi un office du tourisme, une boutique d'avatar, une piscine, une agence de recrutement, un supermarché, et même un marché aux puces. Est-ce que le marché aux puces n'était qu'un site de revente d'objets d'occasion, ou bien était-ce autre chose de plus inattendu qui nous attendait là-bas? Je suis traversé de 1000 questions sur le contenu de ces boutiques et sur la façon dont toutes ces activités humaines ont été adaptées à ce monde virtuel. Je me souviendrai longtemps de ma visite de Cyberworld. Et il y a un message surplombant la ville qui, rétrospectivement, va me procurer un certain vertige. Sur ce panneau, une phrase tourne en boucle, affichant fièrement que Cybertown approche du million de citoyens. Et cela appelle une ultime question. Pourquoi ces centaines de milliers d'internautes sont-ils tous soudainement partis? Ont-ils soudain arrêté de croire que le cyberespace était terraformable? Ont-ils trouvé de nouveaux continents numériques porteurs d'un plus grand espoir? Le gardent-ils caché? Ou même peut-être ont-ils trouvé une raison de retourner vers le réel qui depuis leur a souri? Quoi qu'il en soit, j'espère pour eux que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes.